Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Nicolas James, journaliste au Journal du Net, sera à mes côtés tout au long de cette émission. Je vous rappelle qu'elle est diffusée en direct sur le site de Décideur TV, mais également sur celui du Journal du Net et sur celui d'Offre Média, et que vous pouvez ainsi poser toutes vos questions à notre invité. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Zins, président de Publicis Dialogue. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous fondez l'agence 2080, devenue FCB 2080 en 1999. Vous prenez ensuite en 2005 la présidence de Publicis Dialogue, agence de marketing et de communication intégrée, appartenant au groupe Publicis. Vous y engagez une restructuration complète qui passe notamment par sa digitalisation. Aujourd'hui, Publicis Dialogue regroupe 3 entités, donc Publicis Dialogue qui fait de la communication intégrée, Publicis Modem qui fait du CRM et du digital, et Publicis Shopper qui fait donc un shopper marketing. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous en dire un peu plus sur ces 3 activités ? Oui, avec plaisir. En fait, la philosophie de Publicis, c'est d'avoir des agences qui soient expertes dans les métiers qui correspondent aux priorités de nos clients. Donc, on a plutôt des logiques qui consistent à ne pas créer des agences généralistes dans lesquelles on va retrouver toutes les compétences nécessaires, parce qu'on a peur d'un syndrome que je pense toute la profession connaît, qui est de dire une agence généraliste, c'est une agence qui sait tout faire et qui donc quelque part sait rien faire. Donc on a toujours une logique qui est de mettre des vraies agences avec des vraies équipes, des vrais clients, des vrais best practices, derrière chacun des grands métiers qui aujourd'hui occupent l'esprit de nos clients. Donc c'est vrai pour le shopper marketing, et là c'est vrai à tel point qu'effectivement on a dédié une agence à ce métier. On considère qu'aujourd'hui c'est la seconde révolution digitale après celle qui a consisté à nous équiper nous. Maintenant il s'agit d'équiper le point de vente, d'équiper l'ensemble des points de contact clients, et du coup ça méritait de créer une vraie structure dédiée à ça. C'est le cas évidemment de Publicis Modem depuis des années maintenant, puisque c'est une agence qui est dédiée au digital. Et tout ça, c'est vrai, est encapsulé dans une entité Publicis Dialogue qui, elle, a pour objectif de proposer à nos clients une approche intégrée où on peut gérer One Voice avec une vision, je dirais, complètement maîtrisée de leur marque, l'ensemble de ces disciplines de communication. Mais donc, c'est une vraie obligation qu'on s'est fixée, à tel point d'ailleurs qu'on s'amuse chaque fin d'année à faire en sorte que nos départements spécialisés, que ce soit Modem, que ce soit Shopper ou que ce soit Publicis OTO, dont on parlera sans doute, et fait la preuve en fin d'année qu'ils aient pu gagner des budgets, qu'ils aient pu gagner des nouvelles missions face à des pure players du marché, pour s'assurer qu'on amène bien une expertise qui est au niveau d'exigence de nos clients. Sur Publicis Shopper, vous dites que du coup c'est la deuxième révolution qui s'annonce. Personnellement, moi en tant que consommateur, je trouve quand même qu'on est plutôt à la traîne, non, sur la digitalisation des points de vente en France. Est-ce que vous avez des clients qui commencent vraiment à s'équiper? Parce que, enfin, de mon expérience personnelle, je vois rarement des vendeurs avec des tablettes ou des push notifications qui sont envoyées quand je suis dans le magasin. Aujourd'hui, vous pensez que les annonceurs sont en maturité sur cette question-là? C'est très long. C'est très lent pour une raison qui est extrêmement valable, c'est que ça nécessite souvent beaucoup de capex pour les réseaux, pour les retailers qui sont concernés. Pour autant, la prise de conscience est là. Ce qu'on essaye de faire chez Publicis Shopper, c'est déjà d'essayer de dédramatiser le sujet. Parce que quand je lis tout ce qui s'écrit là-dessus, j'entends et je comprends un vacarme qui est autour de l'e-commerce va tuer le commerce, le showrooming va tuer le commerce, etc. C'est sans doute vrai pour une partie, et d'ailleurs on a assisté à la disparition d'enseignes qui, quand on était tous, enfin vous êtes jeunes encore, mais moi quand j'étais jeune, nous étaient chères, je pense à Virgin par exemple, mais c'est aussi une chance énorme. C'est aussi une chance absolument énorme parce que, très honnêtement, entre vous et moi, et puis tous ceux qui nous écoutent, s'il y a bien quelque chose qui n'a quand même pas beaucoup changé depuis 20 ans, alors que tout a changé autour, c'est le point de vente. Je veux dire, on a tous vécu l'entrée dans un magasin de chaussures en disant je voudrais cette taille en noir en 44, et puis le vendeur vous dit moi je l'ai en orange.
Bon, le orange, c'est pas vraiment la couleur que je voulais. Donc, quand le consommateur arrive dans le magasin, il a déjà présélectionné généralement les articles qui lui correspondaient. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que très honnêtement, l'expérience dans le point de vente a très peu changé et que le digital, c'est l'occasion pour les retailers. Je vous prends un exemple tout simple. On gère chez nous des grandes foncières qui sont propriétaires de grands centres commerciaux. Ces centres commerciaux voient depuis quelques années leur trafic baisser d'année en année. Alors, c'est au pourcent, hein, il ne s'agit pas de crack, mais il s'agit quand même d'une érosion. Le digital, pour eux, c'est l'occasion de passer d'un portefeuille d'enseignes qui est de l'ordre d'à peu près 200 enseignes, qui sont les enseignes d'habillement que vous connaissez, des enseignes de décoration, des enseignes d'électronique, etc., dans lequel tous les centres commerciaux tournent autour en disant « viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi », à un champ des possibles qui est absolument énorme. Parce qu'avec le digital dans un centre commercial, les marques en direct peuvent venir. Les e-commerçants peuvent venir. Nous, on a un client qui s'appelle Spécialité, qui est la machine à thé de Nestlé, qui a un formidable succès et qui est le seul modèle e-commerce pur de Nestlé. Vous leur dites demain, on va vous créer un pop-up store connecté à la période de Noël qui va permettre de vendre des machines à thé sur une période bien précise avec une magnifique expérience de marque, mais sans stock, sans vendeuse, etc., parce que ce n'est pas leur métier, mais ils seront ravis de le faire. Autre exemple, vous proposez à des e-commerçants d'avoir des surfaces de click and collect comme l'a fait les Galeries Lafayette très intelligemment dans des centres commerciaux. Vous dites à Sarenza, le centre commercial en question, il couvre une zone de chalandise où vous allez pouvoir dire à vos clients lorsqu'ils achètent sur votre site, soit je vous livre, soit vous allez le chercher dans le centre en question. Mais du coup, le click and collect, ce n'est pas du lockers, hein, c'est une zone expérientielle où on essaye, on peut en plus faire du cross-sell, etc. C'est ce qu'est le click and collect. Alors, le click and collect, ça consiste à commander en ligne, en tout cas réserver en ligne, et aller chercher dans un point de vente physique. Ces nouveaux modèles sont formidables pour les e-commerçants, ça évite les retours notamment. Si vous prenez un modèle comme Sarenza, les retours, c'est quand même un énorme poids dans le business model. Et donc, tout ça pour dire que dans la logique du shopper marketing, la digitalisation, c'est une formidable chance pour les enseignes et pour les marques. Et effectivement, ça va doucement pour des raisons dont on a parlé, de CAPEX, mais il y aura une accélération obligatoire parce que c'est la renaissance du commerce tel que l'attend le consommateur connecté aujourd'hui. Alors comme vous le savez, c'est une émission où les internautes peuvent poser leurs questions en direct. 007 vous demande, peut-on encore avoir plus d'interaction entre le commerce numérique et commerce réel ? Mais bien sûr, oui. Le click and collect dont on parle en est des fonctionnalités comme l'accès au stock de son magasin depuis les devices numériques en est une autre, la capacité aussi à faire que dans plein de distributions, vous ne pouvez pas avoir tout en stock. Vous prenez l'univers du bricolage ou du jardinage, si vous vendez des ateliers, des petits ateliers de jardin, vous n'allez pas avoir 200 ateliers de jardin dans votre magasin en démonstration. Le fait de pouvoir proposer dans ces magasins la profondeur de stock que vous avez réellement, la profondeur d'offres, et non pas celle qui est exposée, pour le commerce, c'est une source de développement. Donc l'entrelaçage, le maillage entre ces deux grands canaux n'est qu'au début. Mais le souci, c'est que le principal écueil par rapport à ça, c'est que souvent, du côté de l'annonceur, la partie e-commerce est un peu en concurrence avec la partie physique finalement, parce que le vendeur physique, lui, il sera jugé sur ses ventes à lui, et l'e-commerçant, il sera peut-être jugé sur ses ventes digitales. Je sais que les années passées, c'était principalement le gros frein qui faisait qu'ils n'arrivaient pas à travailler ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, ils réussissent à... Je vous dirais que de toute façon, au bout du bout, c'est la volonté du consommateur qui va s'imposer. Et comme le consommateur va imposer ce que le web lui a apporté, c'est-à-dire cette facilité, cette omnicanalité, cette capacité à sauter d'un canal à un autre, de retrouver les mêmes prix, les mêmes offres, les mêmes horaires d'ouverture, etc. De toute façon, les marques, les enseignes vont s'y mettre et s'habituer. Maintenant, il est vrai que ça nécessite
d'énormes réorganisations en interne, de casser des silos, de faire du coup pour les agences aussi une forme de conduite du changement chez nos clients. Et on a des équipes pour le faire et pour les aider dans je dirais le versant interne de la révolution externe qui est en train de se mener. Alors vous parliez du multicanal, c'est vrai que c'est un des grands défis aujourd'hui. Donc j'avais une question sur le multicanal. Quelle réponse apporter à la multiplication des canaux et quelle stratégie vous mettez en place pour apporter du contenu d'une marque sur l'ensemble des canaux aujourd'hui digitaux? Je pense que chaque canal a, vu du client final, un rôle. En tout cas, le client final lui a assigné un rôle. Vous n'aurez jamais la même attente sur un site mobile ou sur une application mobile que sur le site de marque que vous allez pouvoir regarder tranquillement dans votre salon, sur votre tablette. Donc les contenus, les fonctionnalités de chacun de ces devices, les fonctionnalités de chacun des sites qui sont logés dans ces devices ou ces applications doivent être collés à l'usage que va en faire le client final. Et en plus, il n'y a pas une réponse standard parce que les secteurs d'activité ne sont pas du tout impactés de la même manière aujourd'hui par la montée du digital. Vous avez des secteurs qui sont impactés de plein fouet, et on les connaît tous, hein, évidemment, l'univers de la musique, le tourisme, on a beaucoup de clients dans le tourisme, on le vit avec eux. Et puis vous avez des secteurs, je pense à l'alimentaire, je pense peut-être à l'assurance aussi, où il y a la montée du digital est très forte, mais elle est plus dans le domaine de la consultation, c'est-à-dire qu'on prépare son achat, mais on va encore beaucoup aller le concrétiser dans des points de vente physiques, ou aller le concrétiser au téléphone avec son agent, etc. etc. Donc l'impact étant différent, la façon dont il faut déployer son écosystème et la façon dont il faut du coup délivrer un contenu, délivrer des fonctionnalités sur tous ces touchpoints doit se faire sur mesure en fonction du contexte. En revanche, de votre côté à vous, ça a clairement changé une partie de votre métier. Enfin, le CRM a été profondément affecté par cette multiplication des contacts. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, vous êtes en train de devenir, en quelque sorte, une agence techno? Bon, c'est peut-être un peu fort, mais finalement, dialogue, modem... Non, c'est pas fort. Je suis sur les 640 collaborateurs de l'ensemble dialogue, modem, shopper, OTO. On retrouve, je pense, plus d'un quart de pur profil techno. Alors après, techno web, front, back, et puis techno data. Parce que dans la data, il y a l'aspect consulting, il y a l'aspect intelligence, mais il y a aussi l'aspect du management de cette data, du traitement de cette data qui appelle souvent de la technologie. Et pour revenir sur le CRM, c'est pas tant le CRM au sens des leviers qui a changé, parce qu'on adresse toujours nos clients par de l'email, par du mailing, oui, de nouveau maintenant par des notifications d'applications, etc. Mais c'est surtout la matière sur laquelle repose le CRM qui a été juste absolument métamorphosé. C'est-à-dire que la data, c'est devenu une mine d'or incroyable dont il faut savoir faire le tri. On parlera peut-être de big data tout à l'heure. On parle de la data, on parle du big data. Est-ce qu'il faut en avoir peur de ce big data? Est-ce que les internautes doivent en avoir peur? Là, c'est pareil. Je pense que contrairement au shopper marketing où je disais qu'il faut dédramatiser, là, il faut surtout simplifier. C'est-à-dire que la big data, honnêtement, telle qu'elle est la signification exacte, 99% des entreprises en France ne sauraient pas la pratiquer. Ça demande une capacité à venir cruncher et surtout venir agréger des données qui viennent de tous les points de l'entreprise, y compris logistique, y compris sortie de caisse, etc., qui demandent une gymnastique extrêmement forte, IT justement en interne. Nous, notre religion là-dessus, c'est plutôt ce qu'on appelle la smart data, c'est-à-dire de faire le tri dans tout ça et d'aller chercher la data qui, c'est une règle de 20-80, c'est-à-dire qui 20% de cette data va faire 80% du ROI et des objectifs escomptés pour le client. Pour nous, il y a 3 data qui nous obsèdent, 3 streams de data qui nous obsèdent. Le premier, c'est évidemment la data CRM, donc tout ce qu'on a en termes d'informations sur nos clients. Le second, c'est la data digitale, donc ce que nos clients font sur le web, dans nos écosystèmes clients, mais aussi en dehors. Et le troisième, c'est la data sociale. Si vous arrivez déjà à agréger ça dans des DMP,
dans lequel on a une vision 360 de nos clients, vous avez résolu 90% des problèmes que les entreprises rencontrent aujourd'hui. Je prends un exemple simple dans un domaine que vous connaissez tous, qui est l'hôtellerie, par exemple. Aujourd'hui, en hôtellerie, vous avez des clients qui, un jour, vont réserver par le site de l'hôtel, donc du groupe hôtelier, ou l'application mobile du groupe hôtelier. Puis le lendemain, ils vont redevenir en statut de prospect parce qu'ils vont décider de réserver par booking. Et donc, cet intermédiaire va avoir ce qu'on appelle la stratégie du coucou, c'est-à-dire qu'il va vous prendre le client et puis il va vous le rendre avec moins 17% de commission. Si les groupes hôteliers, mais c'est vrai pour le travel, c'est vrai pour l'ensemble des acteurs de ce type, veulent se battre contre ça, il faut qu'ils aient une vision 360 de leurs clients qui leur permet de faire que quand leur client est en dehors de leur écosystème, ils sachent l'adresser avec des informations qui sont des informations qu'ils connaissent. Parce que s'ils s'adressent à eux comme si c'était un prospect classique, il ne faut pas s'étonner que le client, se considérant, enfin, voyant qu'il est effectivement traité comme un prospect classique, va avoir d'autres acteurs, d'autres opérateurs pour passer ses réservations. Si au contraire, et on a des technologies chez Publicis comme une technologie qui s'appelle Fluence, qui est une technologie qui permet d'agréger des datas de navigation et des datas CRM, et de faire que le display auquel vous allez être exposé... Vous arrivez du coup à savoir si l'internaute est un prospect ou un client. D'abord, on sait si c'est un prospect ou un client, et surtout, les informations qu'on va lui afficher dans son display de quelques centimètres carrés vont être d'une personne. On peut avoir 6, 8 champs de personnalisation. Chez Delta Airlines aux États-Unis, on arrive à envoyer des displays qui, effectivement, sont personnalisés au niveau de la marque. Il y a plusieurs marques chez Delta, des destinations, du prix, du call to action. Tout ça parce qu'on a été chercher dans les bases les informations clients et qu'on a été, en temps réel, personnaliser les sollicitations médias qu'on leur fait. Alors, et ça, c'est les DMP qui le rendent possible. Jérôme Kerviel, bon, si c'est lui, nous demande « Les internautes ne sont-ils pas trop surveillés ?» Je suis ravi déjà d'échanger avec lui. Je croyais qu'il était sur la route entre le Vatican et Paris. Mais bon. Pardon, donc du coup, j'étais surpris. Donc sa question, c'était « Les internautes ne sont-ils pas trop surveillés ?» Ça, c'est un phénomène qu'il faut absolument surveiller de près, en l'occurrence, concernant nos clients et les agences. Et c'est aussi pour ça que on parle de smart data, mais on parle aussi de yes data, c'est-à-dire d'une data que l'internaute a donnée parce qu'il a compris le bénéfice que ça allait lui apporter et donc le bénéfice qu'il allait pouvoir en retirer. Et de plus en plus, il faudra effectivement qu'on soit dans un partenariat, dans une forme de complicité avec le consommateur final pour que cette information qu'il nous donne ou qu'on capture, elle soit volontairement donnée de sa part. Ça, c'est certain que c'est une tendance qui n'est pas encore prégnante aujourd'hui, mais vers laquelle on va. Déjà avec l'acceptation des cookies, par exemple, sur les ordinateurs. Absolument, c'est déjà un des premiers facteurs qu'on a pu voir qui pose déjà les premières bases de ce que sera demain, à mon avis, une situation de plus en plus de ce qu'on appelle à l'agence de Yes Data. Sur la problématique de la data, la grosse tendance du moment, c'est les objets connectés, on en voit un peu partout. Est-ce que vous commencez à réfléchir aux moyens que vous pourriez avoir d'exploiter ces objets pour récupérer de la data sur le consommateur et mieux adresser ses besoins? Typiquement, je ne sais pas si vous avez des fabricants des distributeurs qui pourraient imaginer un objet connecté, typiquement Evian, qui mettrait sur ses bouteilles, je ne sais pas, une petite puce qui permettrait de voir un peu le consommateur à quel moment est-ce qu'il va refaire ses courses, se réapprovisionner, etc. C'est des problématiques auxquelles vous réfléchissez ou... Oui, c'est des problématiques auxquelles on réfléchit parce qu'au travers de nos agences, on a une part annuelle de leur richesse qui est affectée à de la R&D, et notamment cette R&D est tournée vers des enjeux de shopper marketing et des enjeux aussi d'objets connectés. Après, là pour le coup, on est vraiment dans une information qui ne doit pas être prise à l'insu du client, parce que c'est un objet qu'il porte, et c'est un objet sur lequel l'information qu'il délivre doit avoir pour lui une résultante bénéfique, tangible et vertueuse qui soit évidente.
Donc on travaille notamment pour nos clients dans la grande distribution sur des enjeux de liste de courses par exemple, où ces objets connectés à la maison peuvent aider à fabriquer des listes de courses beaucoup plus rapidement que son post-it et son crayon. Mais là, cette information, elle doit avoir comme résultante pour le client final, pour le consommateur, de lui faciliter, voire de lui booster sa liste de courses, etc., etc. Donc c'est toujours dans cette logique-là qu'il faut les appréhender. Alors on parlait tout à l'heure des 3 entités de Publicis, donc Dialog, Modem et Shopper. Il y en a une 4e que vous venez d'acquérir qui est Publicis ETO. Et celle-là nous amène au-delà du CRM, elle nous amène au VRM, le Vendor Relationship Management. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Ouais, c'est un sujet qu'on regarde de près, c'est au balbutiement pour être très clair. Déjà, le VRM, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est une technique qui consiste à faire en sorte que le client, qui de plus en plus, le client final, pardonnez-moi, le consommateur, qui de plus en plus reprend le pouvoir sur l'ensemble de sa consommation et même de toute façon l'ensemble de sa vie, entre guillemets, par cette espèce de super pouvoir digital qu'il a entre ses mains au travers de l'ensemble des devices qu'il possède. Il est capable d'émettre des avis sur tout, il est capable d'infléchir des stratégies d'entreprise parce que quand ils sont à plusieurs, on sait les impacts que ça peut avoir. Et donc tout ça, ça lui donne des super pouvoirs. Et donc ces super pouvoirs, ça peut aussi lui donner la possibilité demain, en fait, de retourner l'appel d'offres, c'est-à-dire de faire que si on est 50 à vouloir s'acheter une voiture de tel modèle demain, et bien pourquoi on ne prendrait pas la main sur cet achat et de faire en sorte qu'on va faire que le consommateur fasse un appel d'offres vers un certain nombre de players du marché et de l'industrie en question pour recevoir des offres. Donc le VRM, c'est une logique comme celle-là qui consiste à retourner un petit peu cette logique. Et c'est très vertueux parce que là, du coup, le client comprend très bien pourquoi il va falloir qu'il délivre beaucoup d'informations. Parce que si on veut répondre le plus justement possible, avec les meilleures offres possibles, aux demandes qu'il aura réussi à agréger autour de lui ou autour d'un certain nombre, il faut qu'il délivre cette information. Et ça, là, on est dans la logique du yes data, où on est dans une logique vertueuse. Qui ferait l'interface finalement entre l'annonceur et le client, ce serait vous, du coup, enfin une agence ou Oui, enfin tout est à créer là-dessus. Bien sûr, mais tout ce est serait à créer, une agence, mais ce ce serait en tout cas des plateformes, en effet, qui seraient susceptibles demain d'agréger ce type de choses. Mais le VRM peut être adressé par notamment des retailers généralistes qui du coup adressent aussi bien des sujets de textile, d'alimentaire, de PCS, de bazar, etc. et qui font qu'ils ont une large possibilité de répondre à des cas de figure de consommation, comme ça peut l'être au sens d'une plateforme en architecture ouverte, ou un peu à la Groupon, mais en inversé, où effectivement il y a des demandes d'achats groupés qui vont se faire, et puis il va y avoir des réponses à organiser en face d'industriels, de marques, de distributeurs à mettre en place. Et donc le digital créerait quelque part en fait une concurrence pure et parfaite qui n'existait pas jusqu'alors. Oui, c'est de nouveau et c'est encore une fois ultra bénéfique. C'est une avancée dans cette reprise de pouvoir, reprise en main de sa consommation par des consommateurs. C'est-à-dire que quand on imagine le VRM avec 20 ans de maturité et quand on le compare aujourd'hui à ce que peut vivre un consommateur avec le carpet bombing d'emails qu'on reçoit tous dans nos boîtes et notamment les boîtes perso tous les jours, on se dit qu'il y a quand même effectivement peut-être quelque chose de très vertueux sur ce chemin-là. Parce qu'au lieu d'être assailli et complètement mitraillé par des emails dont 80% sont souvent absolument pas en correspondance avec mes besoins du moment, que ce soit des besoins du quotidien ou des besoins structurants, pourquoi ne pas inverser la mécanique et dire aux consommateurs, mais vos besoins, alors du quotidien, on peut les identifier parce qu'on a effectivement l'info et dès lors qu'il est d'accord pour nous la donner, c'est plus facile. Mais des besoins structurants, c'est plus compliqué parce que quelqu'un qui décide de changer quelque chose de structurant chez lui, une voiture, du mobilier, etc., s'il se déclare être prêt à le faire et que ça se fait en forme de communauté, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant.
Concernant ETO, que recherchait le groupe Publicis? C'était plutôt des compétences, de la techno, une avant-garde sur la problématique data CRM. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette agence? C'est une formidable agence, honnêtement, et d'ailleurs on était très nombreux à vouloir se rapprocher d'eux, parce que c'était une agence qui est montée sur un modèle double entre du marketing et de la technologie. Et la technologie n'est pas là en mode un petit peu patch d'une culture marketing prédominante. C'est vraiment un équilibre, ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils ont des avancées réelles, extrêmement tangibles, avec des vrais business cases derrière, notamment sur les sujets qui aujourd'hui sont la priorité de l'ensemble des agences dont j'ai parlé, qui sont des sujets par exemple de DMP, et que cette compétence, elle nous a paru extrêmement intéressante pour faire prendre un temps d'avance à nos clients. On aurait pu la constituer chez nous, ça aurait pris du temps, ce sont des compétences, des expertises rares. Aujourd'hui, près de la moitié de l'effectif des 210 collaborateurs d'ETO sont des effectifs qui sont consacrés à la data sous toutes ses formes. C'est évidemment un moyen de gagner du temps et d'accélérer le service qu'on peut amener à nos clients sur des sujets qu'on considère clés. Hein. C'est-à-dire que 2014-2015 sont des années où, chez tous nos clients, quels qu'ils soient, si vous remettez la data au cœur des réflexions et des process et des organisations, vous gagnez mécaniquement des points de ROI, du chiffre d'affaires. C'est prouvé par tous les modèles. Sur le sujet du DMP, il y a quand même deux positions relativement opposées. Il y a d'un côté des agences qui disent « moi je vais lancer mon DMP, ma techno, et je vais aider les annonceurs à travailler sur mon DMP ». Et il y en a d'autres qui disent « voilà, finalement je préfère que ce soit l'annonceur qui ait la main sur son DMP, qui ait son propre DMP, c'est lui qui gère sa data, mais moi je l'accompagne, je le conseille. » On est plus dans une phase de conseil. C'est quoi votre position là-dessus? Vous positionnez plutôt comme un techno conseiller? C'est clairement la seconde. On a, nous, des outils DMP, notamment via ETO, puisqu'ils ont un outil propriétaire qui sont à la disposition de nos clients, mais il est clairement dans la logique de les loger chez nos clients. Je ne parle pas en termes d'hébergement, mais je veux dire de faire qu'ils aient la propriété de ces données, la main sur ces données, d'abord parce que de plus en plus, ça va devenir une substantifique moelle absolument essentielle pour les entreprises, et qu'en plus, c'est déjà suffisamment compliqué de casser les silos à l'intérieur des entreprises pour ne pas en plus venir les glacer, entre guillemets, en leur expliquant que toute cette information, elle va sortir de chez eux. Donc il s'agit bien de les aider à faire que ces informations qui fonctionnent beaucoup en silo. Moi, je en parle très librement ici, parce que j'en parle avec mes clients tous les jours. Je suis glacé parfois de voir que dans une même entreprise, vous pouvez avoir une direction e-commerce dont les KPI, et c'est bien normal, vont être d'aller chercher des clients tous les jours, de faire de la conquête sur le digital, donc de faire de l'acquisition. Et à côté, une division CRM qui va être, elle, de fidéliser. Jusque-là, tout est normal. Sauf que comme le KPI du premier est très élevé, puisqu'aujourd'hui tout le monde veut progresser en part de marché digital, ben finalement, la pêche se fait au chalut, c'est-à-dire qu'on lance des grands filets dans lesquels on ramène parfois des clients qui sont déjà dans les bases CRM du client. Et donc, on remet des coûts d'acquisition, donc on rachète des prospects qui ont en fait été déjà achetés puisqu'ils sont dans les bases des clients et qui sont dans la base client et ils sont fidélisés par ailleurs, mais comme eux sont volatiles au-dessus de tout ça, ils sont rattrapés parfois par un display, par de l'affiliation, par n'importe quelle sollicitation e-marketing, e-communication qui va les amener à redevenir clients de l'entreprise alors qu'ils sont déjà dans les bases clients. Parce que c'est en silo et parce que les KPI n'ont pas été fusionnés pour qu'on aille bien donner aux objectifs de l'e-commerce de faire de l'acquisition de nouveaux clients et qu'on donne bien au CRM de faire de la fidélisation des clients acquis. Et aujourd'hui, tous les jours, je peux vous assurer que je vois des choses où l'un est à l'encontre de l'autre. Le souci, c'est qu'en plus, on sursollicite, donc on dégrade la relation entre la marque et le client, en fait. Mais bien, oui, on le sursollicite et puis on le trouble dans la relation qu'il peut avoir avec la marque, puisqu'il s'étonne qu'on l'adresse en dehors de l'écosystème digital de la marque, qu'on s'adresse à lui en tant que prospect, et que quand il est dans sa marque, et notamment logué dans l'écosystème, on s'adresse à lui en tant que client.
Alors, j'aimerais revenir sur cette prise de pouvoir que permettait le VRM tout à l'heure. Aujourd'hui, un des enjeux de la communication sur Internet, c'est l'e-réputation, la réputation qu'ils peuvent avoir sur Internet. Une réputation en perpétuel mouvement, parce qu'on a pu voir qu'un seul internaute pouvait totalement détruire la réputation d'une marque, comme l'exemple avec British Airways où il y avait eu cet achat de tweets. C'est des nouveaux risques à prendre en compte. Comment vous l'intégrez? Est-ce que vous l'anticipez? Est-ce que vous préparez des stratégies de réponse avant même que ça arrive? Bah, oui, alors sur nos équipes social media à l'agence, dans nos agences, qu'il y en a en l'occurrence plusieurs, on a décidé depuis toujours de ne pas avoir des équipes social media en stand-alone, mais de les loger à l'intérieur de nos agences justement pour avoir beaucoup plus de réactivité. Le groupe développe aussi ce qu'on appelle les live brands, qui sont ces espèces de data rooms dans lesquels on est en lien permanent, direct avec l'ensemble des réseaux sociaux ou en tout cas des plateformes communautaires dans lesquelles il peut y avoir des signaux faibles ou des risques de cabale. Et donc tout ça est monitoré. Ce qui est en effet compliqué, c'est de bien préserver l'entreprise par rapport à ça, de réussir à sortir le débat assez vite de débats qui sont des débats finalement publics, pour l'extraire et le mettre dans des débats one-to-one, parce que souvent le problème peut être résolu par la marque assez facilement. Il faut juste essayer d'arrêter que ça monte en épingle. Et puis par ailleurs, il faut que effectivement on trouve pour nos marques, et notamment des marques qui prêtent le flanc à des critiques régulièrement, parce que l'activité le veut, c'est pas parce que nos marques sont mauvaises, c'est que l'activité le veut. Il faut essayer de trouver des angles, de trouver des positionnements sur leur présence sociale, qui soient des positionnements vertueux. Les assurances, par exemple, c'est un grand débat. Comment faire pour la présence d'une compagnie d'assurance sur un Facebook, par exemple, ne se transforme pas en mur des lamentations? C'est pas du tout évident. Ou les banques. Je parle même pas des banques. Il y a des grosses défiances envers certaines entreprises. Donc il y a un vrai travail de fond là-dessus pour que ce soit positivé, que ce soit un service rendu, mais qui fasse un pas de côté par rapport à tous les services qui peuvent être rendus par des services consommateurs classiques, etc., qui soit plus dans les gènes de ce qu'apportent des réseaux sociaux aujourd'hui, et surtout qu'on arrive à avoir toutes les procédures pour pouvoir, à un moment, neutraliser les éléments à problème. Mais ce n'est pas pour les faire taire, c'est juste parce qu'ils seront beaucoup mieux traités si on arrive à avoir une logique qui est une logique one-to-one. Une logique de discussion, finalement. Une logique de discussion et de résolution du problème. Et pas une logique de montée en épingle. Ça m'amène à ma dernière question. Donc on était sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la communication digitale ne peut pas passer sans les réseaux sociaux. Pourtant, les nouvelles générations quittent Facebook ou Twitter, les réseaux sociaux que nous, on connaît. La communication sur les réseaux sociaux, c'est un effet de mode ou c'est vraiment un changement profond de la manière de communiquer des marques? Non, mais je pense qu'il faut quand même être très très prudent sur les histoires de désaffection de Facebook. Je vous invite à lire une réponse du dirigeant d'une agence que j'aime beaucoup, donc je la cite, elle ne fait pas partie du groupe, qui s'appelle KRDS, qui avait fait une très bonne réponse à ça. Aujourd'hui, ça reste le réseau social archi-dominant et dans lequel chacun de nous a déversé sa vie entière, et donc l'extraction de cette vie vers d'autres réseaux n'est pas du tout simple. Oui, il y a des tendances sur les jeunes aux États-Unis, mais il y a beaucoup d'autres tendances aussi extrêmement positives sur d'autres grandes plaques du monde. Même sur les couches plus âgées, je crois qu'ils avaient gagné 25%, là où effectivement ils avaient dû perdre 12% de 15-25 ans, donc in fine, ils continuent à croître. Mais bien sûr, voilà, faut être très prudent là-dessus. Après, bien sûr que c'est un territoire formidable pour les marques, et notamment, je pense, pour bien distinguer la valeur des clients. Je m'explique, je prends un exemple pour des marques de luxe, par exemple, et d'ailleurs, le DMP devient aussi de nouveau central là-dedans. Si vous regardez les bases de données clients de marques de luxe, vous allez retrouver plein de clients qui sont ce qu'on appelle sleeping, c'est-à-dire qui consomment peu parce qu'on n'achète pas un sac ou une très belle voiture tous les jours. Bon. Mais si vous arrivez à croiser ces données avec leur actualité et leur assiduité sociale sur la même marque, et que vous vous rendez compte que ce client qui n'a pas acheté depuis 3 ans chez vous, pourtant il est fan, il a un taux d'engagement absolument incroyable, il est en réactivité permanente avec la marque, vous n'allez pas le regarder d'un même œil.
Et vous allez le traiter différemment parce que du coup, sa capacité d'ambassadeur, sa capacité de bouche à oreille au profit de la marque doit être mise à profit pour la marque. Donc, c'est un formidable vivier, c'est un formidable terrain de jeu. Il y a plein d'effets de bord, ceux dont on parlait précédemment avec effectivement les risques de réputation. Mais ça reste un terrain de jeu incroyable de discussion, de conversation et d'interaction avec ses consommateurs. Et aujourd'hui, c'est quand même ce que réclament les consommateurs. Globalement, nous, tout ce qu'on observe, et plutôt à des niveaux macro, c'est que les consommateurs demandent à ce que les marques descendent de leur piédestal, arrêtent la discussion top-down en disant « vous allez consommer ça, vous allez aimer ça, vous allez acheter ça », mais plutôt qu'on soit dans une logique d'égal à égal, voire même, modèle Starbucks, etc., où moi, entreprise, c'est pour ça que le modèle mutualiste revient aussi énormément à la mode, même ceux qui ne sont pas mutualistes prennent des discours mutualistes, parce que le consommateur demande à être partie prenante. Et le social, c'est son porte-voix. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Nicolas Zins d'avoir répondu à toutes nos questions. Nicolas James, merci beaucoup. Merci aux internautes d'avoir suivi cette émission et de nous avoir posé toutes vos questions. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Décideurs du Net.